Il est sur le toit de l'architecture mondiale. C'est un Burkinabé, une fierté nationale. Il est l'invité exceptionnel de votre émission Le Grand Déballage. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce jour, chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, sur les antennes de la télévision burkinabé, Burkina Info, une sommité. Bienvenue à ce rendez-vous Grand Déballage avec un rendez-vous exceptionnel, il faut le dire, avec un Burkinabé qui aujourd'hui fait l'unanimité et fait la fierté du pays des hommes intègres. Monsieur Francis Diébedo Kéré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. Comment vous allez pour les millions de Burkinabés qui nous regardent actuellement? Dites-nous. Je vais très bien. Je suis heureux de finalement revenir sur ma terre natale et de partager la grande joie avec tout le peuple burkinabé. Alors, votre nom c'est Diébedo Francis Kéré. Diébedo, ça veut dire quoi? On m'a dit que c'est du Fulfulde. Ça fait l'objet d'histoire avec beaucoup de personnes là. Racontez-nous justement. Plutôt le nom c'est Gembedo. Gembedo. Oui, Okay. Je crois que c'est pendant l'enregistrement, il a été pratique de mettre Diébedo. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà, donc au fond je m'appelle Gembedo. Mais c'est du Fulfulde le Gembedo? Oui, je crois. Parce que nous, on a adapté une culture. Et du coup, à la naissance, les parents m'ont envoyé chez les Peuls. Et c'est le Peul qui a fait le soi-disant baptême, ça veut dire le Zouloukri. Et on m'a donné le nom Gembedo. Et vous avez grandi avec le Gembedo. Oui. On vous a dit ce que ça signifiait? Bon, je prends le côté positif. Hein. C'est celui qui est venu pour changer la donne. Voilà, souvent, voilà, transformer le mal en bienfait, en quelque chose de bien. Et d'amener les gens vers un horizon meilleur. Donc j'aime ça, et il y a souvent des gens qui disent que voilà, tu es né dans un milieu où tu dois courir et tu dois accepter ton sort, c'est-à-dire celui qui doit beaucoup travailler. Et ça te mènera loin. Est-ce que vous avez eu l'impression que le nom là vous suit? Est-ce que le nom vous a porté? Bon, je ne suis pas superstitieux, mais au fond de notre culture du Burkina Faso, il y a des signes, il y a des faits qui vous étonneront de fait de leur accomplissement. Ouais. Gembedo, comme on le dit, hein, chaque fois que vous le dites partout, hein, vous êtes fier de ce nom qu'on vous a donné, que vous portez. Ouais. Et ça ressort pratiquement partout, quoi. Ouais, absolument. D'accord. On a voulu raccourcir entre-temps Francis Kéré. J'ai dit, ouais, il faut ajouter le nom Diébedo. Ce n'est pas bien écrit, mais quand même, ça correspond à mon nom. Alors, quand on vous voit assis sur le plateau de l'émission Le Grand Débat, il y en a qui pensent que ça a été facile pour vous, hein, mais on va revenir sur votre parcours. Ouais. Vous avez quitté le Burkina Faso avec le CAP en menuiserie. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé, vos premiers pas dans les études pour la menuiserie, de l'école primaire à l'obtention de ce diplôme-là. Alors, d'abord, il faut savoir que mon père, qui était chef de village, voilà, d'un village qui s'appelle Gando, m'a envoyé à l'école et j'ai été habité chez mon oncle qui nous a très bien éduqués. Il était très rigide, hein, il était connu pour que les gens sachent que tous les enfants étaient bien pris au travail. Alors il nous a appris à travailler et à l'école aussi j'ai travaillé. J'ai eu la chance d'obtenir une bourse, il faut le reconnaître, hein, une bourse de l'État burkinabé et j'ai été orienté en menuiserie à Fadangourma. À partir de quelle classe en ce moment-là? C'est le CM2. La classe de CM2. CM2, okay. Donc il y a l'orientation. Je me suis fait orienter vers la technique parce que j'avais cru que c'était quelque chose de concret. On pouvait apprendre un métier et on a continué CFP de Fadangourma. Et puis c'est là que j'ai été orienté après 2 ans de formation. Non, après 1 an, j'ai opté pour la menuiserie. Et après 3 ans, j'ai passé le CAP comme tout le monde à Ouaga pour du CEP menuiserie. Le CAP en menuiserie, c'était quoi? C'était pour fabriquer des tables-bancs, des tabourets pour vendre dans les quartiers ou encore des chaises qu'il fallait fabriquer? Oui, ou plus large, mais c'était les débouchés qu'il y avait. Parce qu'il n'y avait pas, nous ne sommes pas un pays où il y a du bois, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui travaillaient dans la menuiserie ou le bois. Et l'idée, c'était de faire des bancs, des tables-bancs, voilà, des tables et chaises, de la fourniture pour équiper les gens, mais aussi de faire des plafonds et tôler des maisons. Voilà, il n'y avait pas d'autre chose. Est-ce que c'était facile? Parce qu'en son temps, il n'y avait pas beaucoup de marché et puis les prix n'étaient pas acceptables quand même, non? C'était faible, non, ce qu'on vous payait? Oui. Alors moi, voilà ce qui s'est passé.
quand on est venu, on essaie de voir comment les autres font. Voilà. Et il y a un lieu qui s'appelle toujours Zabadaga, ce n'était pas construit comme ça. Et souvent, j'aidais des gens là-bas, au bord de la route, et je faisais des petits tabourets et tout. Mais voilà ce qui se passe. En faisant ça, avec un diplôme CAP, il y avait une honte. Voilà, de se voir, et voilà, j'ai été à l'école et je dois enfoncer des clous. Et ça coûtait combien? C'est pour des trucs de 25, oui, 100 francs, 200 ou 300 rien, francs? voilà, c'était ça. Oui. Et voilà, et puis on se gênait un peu. Au fait, on était fiers de ce qu'on a appris, mais vu ce qu'on était obligé de faire, voilà. Au fait, disons que pendant le temps de faire des concours et avoir quelque chose d'autre, c'est d'ailleurs ça, hein. Donc je me contentais de faire ça. Je le faisais volontiers, très bien, parce que j'avais appris de quoi faire. En attendant de trouver une entreprise, de faire un concours où on pouvait aller, alors je faisais ça. Est-ce qu'il n'y avait pas la déception à un moment donné? Parce que ce qu'on vous payait, est-ce que c'était beaucoup? Non, il n'y a pas de ressources, c'était rien. Et il fallait tenir. Il fallait tenir, c'est pourquoi d'ailleurs on a essayé de faire des concours. C'était rien. Voilà. Vous allez habiter chez des amis, voilà, chez des parents qui étaient là, on se débrouillait. Et le temps d'avoir quelque chose de meilleur, voilà, quelque chose d'ordonné. Voilà. Mais les grandes entreprises en menuiserie, il n'y en avait pas. Hein. Ça ne court pas les rues au Burkina en ce temps. Et c'est ce que je faisais jusqu'à ce que, au ministère de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, mon ami dans le temps, Jean-Marie Caboret et moi, on a trouvé qu'on cherchait des stagiaires pour l'Allemagne. Et c'est ça, on a postulé, mais comme c'était dans un domaine, la menuiserie avec CAP, c'est aussi pas un domaine où il y avait beaucoup de candidats, oui, et voilà, on a été accepté. Il n'y avait pas quelqu'un qui a poussé votre dossier, ou bien vous êtes passé voir des gens pour dire aidez-nous à avoir ce stage en Allemagne? Non. Heureusement, voilà, j'ai eu cette chance-là. Vous êtes allé postuler et vous avez été retenu. Voilà, parce qu'il y avait 2 postes, on était 2, et ça marchait. Disons qu'il y a des domaines où ça marche, ou bien vous avez la chance. Je crois que ça aurait été dans un domaine où il y avait beaucoup de candidats, voilà, les chances de réussir auraient été encore beaucoup plus réduites. Et vous aviez quel âge en son temps pour aller en Allemagne? Je crois qu'on est parti à 18 ans. 18 ans. Je suis parti en 85. Pour des stages en Allemagne, ce n'était pas pour l'intention d'aller rester ou d'aller perfectionner ce que vous avez appris au Burkina Faso? C'était juste pour faire un stage en allemand qui s'appelait Fortbildung. Au fond, c'était pour aller à découvrir l'Allemagne, la façon de faire en Allemagne, la technique allemande, la façon de travailler en Allemagne. Et après 18 ans, on revenait avec beaucoup plus de chances pour continuer dans les entreprises où on travaillait déjà. Mais nous, on n'était pas employés comme ça. Je crois qu'on a même aidé dans les documents en demandant à des gens comme ça de dire qu'on travaillait pour eux. Alors donc, imaginez-vous, je pars, j'arrive en Allemagne et je vois que c'est un Eldorado. C'est-à-dire les possibilités qu'il y avait. Vous pouviez faire n'importe quel boulot, on vous payait très bien et l'accès à l'éducation était là, ouvert à tout le monde. Oui, mais quand vous êtes arrivé en Allemagne, le premier obstacle, c'était la langue, puisque vous ne parlez pas allemand. Mais oui. Venant d'un pays francophone, ça a dû être difficile pour vous. Mais oui, vous touchez le fond de la chose. Et là encore, il fallait apprendre. Alors, nous sommes arrivés en Allemagne avec, je crois, des gens de plus de 8 autres nationalités. Il y avait des Syriens, des Philippins, des Jamaïcains, des Sud-Africains, des Mozambicains. Toutes nations confondues, on était ensemble et il fallait apprendre la langue. Mais je me rappelle que j'aimais bien la langue, que j'ai beaucoup travaillé et c'est ce que l'enfance a forgé. Parce que quand je vivais chez mon oncle, hein, il n'était pas rare qu'on vienne vous réveiller à 3 heures du matin pour aller nourrir les animaux. Donc, à un certain moment de ma vie, à partir d'une certaine heure, le sommeil était parti. Mais ce que je faisais, c'est que je me réveillais et j'ai commencé à lire. Voilà. J'ai commencé à lire. On vous a donné des documents? Des documents pour la langue. On a passé 6 mois à Munich pour faire la langue. Et après 6 mois, quand on partait à Berlin pour faire le stage proprement dit, on est arrivé et le directeur qui nous a reçus a parlé. Et nous tous, on s'est tournés, on s'est regardés. On a dit, eh bien, on a appris l'allemand, mais c'est d'une autre région. Dans cette région, mais on parle une autre langue. On avait appris effectivement l'allemand en Bavière, c'est une autre façon de parler, disons dialecte, et Berlin, c'est encore autre. Et tous les autres m'ont poussé
Et ils ont dit, voilà, toi tu sais bien parler, tu vas et tu sais, tu sais parler. Donc en un rien de temps, j'ai absorbé cette culture-là. J'étais avide de savoir, j'ai vite appris l'allemand. Et en même temps, vous êtes rentré dans la dynamique de la formation. Vous aviez une bourse de l'Allemagne en ce moment. Oui, on a eu une bourse. C'était quoi la bourse concrètement? Est-ce que c'était l'hébergement? Il y avait des primes qui vous étaient offertes et tout ça? Non, c'était, je crois qu'on recevait 800 Deutsche Mark dans le temps. C'était déjà beaucoup d'argent. Voilà, c'était beaucoup d'argent et on était hébergés, mais pas nourris. Voilà, c'est une bonne bourse, c'était un bon démarrage. Au fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Karl Duisberg. Il avait bénéficié d'une bourse des États-Unis, en allemand. Et il est parti lui-même faire des études aux États-Unis. Et quand il est revenu en Allemagne, l'Allemagne après la guerre était pauvre. Et lui, il a reçu cette bourse-là. Et il est parti, il est revenu. L'Allemagne était prospère. Les gens n'avaient pas besoin de bourse. Et lui, il a décidé d'aider des gens d'autres nations. Et donc, il a fait un partenariat avec le gouvernement allemand pour détecter des nations où il y a une jeunesse et à qui on donnerait la chance d'apprendre et de parfaire ses savoirs pour avoir une chance et contribuer à bâtir la nation. Ouais, voilà, donc vous êtes parti d'un pays comme le Burkina, c'était sous la Révolution, on se rappelle en son temps, oui. Donc le Burkina faisait partie de ces petits pays à la limite entre guillemets qu'il fallait accompagner sans doute. Oui, et admirer. C'était les pays qu'on aimait. Voilà. Je crois que les Allemands étaient impressionnés que quelqu'un soit venu et il est à la tête de l'État. Et ce que j'ai appris plus tard, je sais qu'il y avait une commande d'une flotte de Mercedes pour venir équiper les ministres. Et je crois qu'en ce moment, Sankara, le président Thomas Sankara, dans le temps, avait refusé. Et donc, il y a eu un scandale diplomatique parce que les Allemands n'avaient pas compris l'intention. Il a dit non, 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 je ne veux pas qu'on ramène l'argent. Je veux qu'au lieu de Mercedes, envoyez-nous un équivalent en outils. Et cela impressionne beaucoup d'Occidentaux. Ah, on vous a répété ça plusieurs fois. Oui, plus dans votre carrière, vous marchez, après vous découvrez des gens et vous découvrez, voilà, écoutez. Et la petite parenthèse, c'est que vous avez connu, vous avez rencontré Sankara aussi à Fada avant de partir. Ah oui, j'ai rencontré le président Thomas Sankara. C'était au début pendant la Révolution. Il est venu à Fada. Et entre autres, nous, à Fada, on a pris la Révolution, on a formé des comités de défense. Et du coup, je crois que beaucoup de nous n'avaient pas vraiment compris. Et on a chassé, on a contribué à faire fuir la direction de l'établissement qui était des frères franciscains, qui n'avaient rien d'autre que de nous donner une bonne formation. Mais vous savez, dans le débat, on confond toujours les choses. Et ils ont fui. Et Sankara est venu. Avant qu'il ne vienne, j'ai rencontré des gens de son armée qui sont venus. Et moi, j'étais responsable de l'établissement, mais je ne faisais pas partie du comité des CDR. Et qu'est-ce qui arrive? Du coup, on a dissous ce mouvement, et moi, je devrais répondre. Et j'ai voulu même abandonner. Et il y a des enseignants qui m'ont dit, n'abandonne pas, voilà, tu vas mûrir. C'est ça qui mûrit les hommes dans la vie. Ça veut dire ce que vous traversez, c'est ça qui vous fait, c'est le résultat que vous êtes aujourd'hui. Et après, vous êtes monté sur une tribune pour parler. Oui, Sankara est venu dans une place publique, là, à Fada, et il parlait. J'ai vu un ami à moi et qui tournait, et je sais qu'il voulait monter et parler. Et bon, c'est dans l'âme de chacun de nous, certains, c'est dénoncer qui fait, et vous dénoncez, mais vous ne donnez pas les autres la chance de s'expliquer. Mais j'étais en ce moment le responsable de l'établissement. Qu'est-ce que j'ai fait? Sans aucun mot, sans aucune préparation, parce que ça aurait été ma mort s'il montait. Voilà, je suis monté et je crois qu'un jour on va découvrir dans les archives, je suis monté, j'ai adressé en tremblant ceci au président. Camarade président, tu parles de révolution, tu parles et tu parles. Voilà, nous, on ne sait pas ce que c'est, de quoi tu parles. Tout en tremblant, tout jeune, je suis tout jeune. Voilà. Oui, moi, je suis dans un établissement. Tout ce que je sais qu'après la formation, on doit avoir des diplômes et on va venir alourdir le nombre des chômeurs à Ouagadougou, dans le pays. Voilà. Camarade, dis-moi ce que tu peux faire pour nous. Voilà, dis-moi ce que c'est que la révolution. Ouh là là, après je tremblais, je suis descendu, les gens ne voyaient pas, je tremblais. Et je me rappelle que le président Thomas Sankara est monté et il a parlé comme il avait l'habitude de le faire. Il a galvanisé le public
Et donc, le lendemain, j'ai vu des gens qui me voyaient et qui disaient « Camarade, révolution, révolution », alors que Francis tremblait au fond de lui-même. Et ça vous a permis d'être un grand homme à la limite, hein, ça vous a forgé aussi dans votre parcours. Alors, c'était la petite parenthèse hein, de la période révolutionnaire. Merci. Alors, quand vous êtes arrivé en Allemagne, Ouais. parlons-en justement, Ouais. vous avez une prime et vous envoyez souvent une partie de l'argent à la famille au Burkina. Ou bien comment ça se passait? Ou bien vous faites des petits boulots aussi ajoutés? Mais c'est ça, c'est ce que tout Burkinabé fait. Quand on se trouve à l'extérieur, c'est aussi pour la famille. Voilà. Et moi, particulièrement, j'ai une grande famille. Donc, famille de paysans, mais voilà, il faut faire le geste. Je continue à soutenir, hein, comme tout le Burkinabé le fait. Et vous avez fait des petits boulots en Allemagne pendant la formation? J'ai travaillé. Comme quoi? Dans quel domaine? Bon, dans la menuiserie que j'étais, j'ai aidé. Voilà, il y a eu pendant le stage qu'on fait en main, on rencontre des entreprises allemandes. Et du coup, la menuiserie était très bien payée en Allemagne. Et vous avez fait la formation? Très bien payée. Très bien payée. Oui. Vous avez fait combien d'années de formation en Allemagne? Après le stage de 18 ans, je me suis fait indépendant. Et je me suis inscrit, après quelques années, je me suis inscrit dans un cours de soir pour refaire le bac. Vous faites le bac, hein? Oui. Vous n'avez pas renoncé? Non. J'ai demandé à ceux qui m'ont donné la bourse s'il y avait la possibilité de faire un peu de la maçonnerie à un niveau élevé. Maçonnerie? Parce que, oui. Au-delà de la menuiserie? Voilà, j'étais menuisier, je savais faire des toits, des plafonds. D'ailleurs, à FADA, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a eu une très bonne formation. Et je pouvais m'intéresser. J'allais devenir, disons, un bâtisseur complet. C'était mon rêve. On m'a dit... Nein, Herr Kéré, das geht nicht. Alors, non, monsieur Kéré, c'est impossible. Voilà. Mais si vous voulez faire ça, il faut étudier l'architecture. Et je dis, ah, oui, donc je vais faire ça. Mais il vous faut le bac. Ah, donc j'ai été dire, je veux faire le bac. On a dit, non, c'est impossible, vous ne pouvez pas. C'est comme si c'était un retour en arrière. C'est comme si vous repartez de rien, en fait. Oui. Il ne faut pas avoir. Vous avez fait combien d'années pour faire le bac en Allemagne? 5 ans. 5 ans. Voilà. En train de faire des petits boulots et puis faire les études. J'ai travaillé pendant toute la journée et les cours commençaient à 18 h jusqu'à 11 h. Et pendant toute la journée, j'ai travaillé. Vous n'aviez pas de vie en son temps, en fait. Pas de loisirs, rien du tout. C'était les études, le boulot, les études et le boulot. Oui. Mais c'est... Voilà. Il faut choisir dans la vie. Oui, parce que souvent, ceux qui nous regardent doivent comprendre que ça a été difficile pour vous aussi en Allemagne. Parce que si on vous voit aujourd'hui, on pense que ça a été facile. Non, ce n'est pas une jolie promenade. Hein, ce n'est pas une jolie. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sachez que pendant le bac, c'était prévu pour 4 ans. Mais après 4 ans, là, 3 ans et demi, il y a eu une grande pression de la part de la famille. Hein, parce que la famille vous aime bien. On va aller, on va parler, et finalement, ça va arriver dans les oreilles de vos frères directs, de votre maman. On va vous écrire des lettres. Voilà, il ne faut pas que tu nous oublies. Hein, la vie que tu mènes n'est pas ça. Et on va vous dire ouvertement, viens te marier, et puis voilà, le temps passe. Donc, la famille vous appelait de revenir? Bien sûr, j'avais la pression après 4 ans. Donc, j'ai interrompu pour venir calmer la famille et dire, je suis venu toujours sous pression en essayant d'expliquer. Donc, vous allez toujours expliquer. Voilà. Et quand vous êtes revenu, on voulait vous donner une femme ou quoi? Non, on ne voulait pas, mais la pression était là. Il faut penser. Non, mais on vous aime. On veut que vous ayez une bonne vie. On veut que vous ayez, vous vivez bien. Il ne faut pas passer le temps. C'est au fond, on vous aime. Voilà. Donc, si vous êtes dans ça, ce n'est pas facile hein, de trouver la possibilité d'aller ailleurs si vous n'avez pas d'autres avantages. Et donc, je suis venu calmer la famille pour repartir maintenant, expliquer. Si j'ai calmé, je ne sais pas. Mais j'ai expliqué, je sais que j'ai été même au village, j'ai expliqué que je ne suis pas vagabond. Certains n'étaient pas d'accord, hein? D'autres disaient non. Oui, je ne suis pas vagabond, mais on ne va jamais vous le dire. Mais ça arrive aux oreilles et puis la famille a peur que vous vous perdez. Et écoutez, l'Occident, pour nous, c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est loin, et puis les parents apprennent, on dit, voilà, il est perdu, voilà, on a peur de vous perdre. Vos cousins, vos oncles, vos tantes, tout le monde a peur de vous perdre. C'est votre bien qu'on veut. Au fond, il faut aller loin pour savoir que c'est votre bien qu'ils veulent. Et vous êtes reparti, le bac a marché. Oui. Et vous avez fait combien? À 30 ans, pile. 30 ans pile. Et c'est à partir de là qu'a commencé votre aventure avec l'architecture. Oui. Et il fallait faire combien d'années d'études en Allemagne pour finalement sortir architecte? Au fond, après 2 ans, d'abord, il faut savoir que là aussi j'ai eu la chance. À l'âge de 30 ans pile, j'ai eu le bac. Ouais, j'ai fait le bac. Le bac allemand? Allemand. J'ai été inscrit. Puisque je travaillais, j'étais adulte, j'ai eu une excellente note. Et parce qu'il faut pour l'architecture, il faut être excellent. Et j'ai eu, parce que j'avais plus de 18 ans, j'avais 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, c'était la barrière où avoir une bourse pour étudier.
j'ai eu cette bourse-là, une bourse allemande qui m'a permis de continuer. Et après 2 ans et demi d'études, j'avais le sentiment que j'ai tout reçu ce que je voulais. Parce que je ne voulais jamais travailler dans un cabinet d'architecte. Je voulais être à mon propre compte. Et j'ai arrêté d'étudier pendant que j'avais même la bourse. Donc, ça m'a permis de tourner à travers l'Allemagne pour chercher des techniques pré-industrielles. C'est-à-dire avant l'ère industrielle en Allemagne, comment ils avaient construit, comment ils avaient travaillé, comment ils ont fait pour bâtir. Et adapter ces techniques à des techniques qui existent au Burkina pour créer quelque chose. Enfin, le lien entre l'Afrique et l'Europe à la limite Voilà. à travers les réalisations architecturales. Voilà. Et après les études, maintenant, finalement, est-ce que vous avez eu d'autres opportunités, des cabinets ont voulu vous recruter? Non, je n'ai même pas cherché à le faire, mais chose qui est étonnante, c'est que j'ai construit mon premier bâtiment en tant qu'étudiant. Donc j'ai arrêté les études, j'ai créé une association, une petite association pour récolter des fonds et aller construire l'école de mon village. Donc c'est le produit d'un étudiant. Et quand j'ai fini, donc je ne voulais plus continuer, je voulais arrêter, mais j'ai eu heureusement des professeurs qui m'ont encadré. Ils ont dit non, 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 il faut que tu fasses ton diplôme. Alors j'ai fait le diplôme et 1 mois après le diplôme, ils m'ont donné un poste d'enseignant. Un poste d'enseignant. Oui. Et actuellement, vous continuez à donner des cours, mais vous avez arrêté? Non, non, mais j'ai enseigné dans mon école avec mon professeur, celui qui m'a formé. Et il disait, attendez, vous allez avoir le titre de professeur, vous allez avoir beaucoup de fonds pour vos projets en Afrique. Et j'ai attendu 5 ans. Et un jour, je l'ai dit. Vous savez, on dit il faut toujours se calmer, il ne faut pas vous énerver. Moi, je me suis énervé et je lui ai jeté des tas de trucs dans la tête. Je lui ai dit, ça fait 5 ans que tu me laisses ici et j'enseigne, mais je ne vais pas loin. Voilà, et tu passes le temps à promettre, à promettre. Donc, j'ai voulu rompre avec lui, mais plus en amitié, et j'ai arrêté d'enseigner. Et c'est là aussi qu'une autre aventure a commencé. Ça veut dire... Alors que vous gagnez beaucoup, non? Vous étiez bien payé en Allemagne en tant qu'enseignant. Oui, oui, mais ce n'est pas le salaire que je regardais. Ce sont les opportunités, les perspectives. Oui, peut-être que dans ma tête, il y avait cette vision de créer quelque chose, d'aller plus loin. Alors, il faut savoir qu'en 2004, j'ai commencé à enseigner. Et c'était des copains qui ont commencé à étudier avec moi, que j'ai retrouvés devant moi comme mes étudiants. Vous êtes parti les laisser et puis finalement... Voilà, voilà. Et du coup, ce n'était pas une coopération facile parce que beaucoup appelaient, des Allemands appelaient pour que je leur donne simplement des notes sans qu'ils ne participent au cours. Et donc, vous avez compris que maintenant, l'amitié n'est plus ça. On a commencé à être agressif envers vous. Je n'ai jamais accepté qu'on le fasse. Ce sont les mêmes gens que vous allez donner une faveur qui vont aller derrière vous, dire que oui, il faut aller chez Francis, il va te donner. Et ils vont tuer votre réputation. Voilà. Mais dans la même année, j'ai eu le prix Aga Khan. C'est ce que je voulais vous dire. Le prix Aga Khan, hein? Oui. Et là, c'était pour récompenser quoi exactement? L'école primaire que j'ai construite dans mon village. À Gando. Et ça qui a aidé à créer plus de visibilité sur mon travail. Donc, du coup, j'ai été invité à l'échelle internationale. C'est une belle œuvre, hein? C'est bien cela. Et oui. À partir de là, maintenant, finalement, comment vous l'avez réalisé? Comment vous l'avez conçu, cette école-là? Oui. Alors, maintenant, quand on parle de concept, ce qui compte pour moi, c'est d'abord le site. Voilà. Il y en a je sais que les Burkinabés comprendront ce que je vais dire. Il faut essayer de cerner l'esprit du lieu. L'esprit a un lieu. Le lieu, ouais, le lieu a un esprit. L'esprit, vous êtes dans une autre dimension. Hein? Voilà, il faut capter l'esprit du lieu. Il faut aller regarder qu'est-ce qui est faisable. Il faut penser aux conditions climatiques du lieu. Il faut penser à ce qui existe. Et aujourd'hui, je vais plus loin, il faut penser aux matériaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus abondant sur place? Qu'est-ce que les gens savent faire, très bien faire? Il faut les consulter. J'ai un oncle décédé qu'on appelait couramment un capitaine au village. Voilà, Kéré Laya, c'était un ancien combattant. Et il a dit quelque chose. Hein. Permettez-moi de le dire à Moré. Il a dit Tengembi Kamet Roro, Tisako moi Pierre Loé. Quelqu'un qui connaît bien un lieu, c'est-à-dire qui connaît son lieu. Un autochtone. Oui. Oui, mais c'est plutôt quelqu'un qui vit dans un environnement donné. Ne bâtira pas une maison qui sera emportée par l'eau. Parce que même si actuellement il n'y a pas une rivière là-bas que vous ne voyez pas, mais dans la pensée des autochtones,
il y a cette cumulation de l'histoire qui vous permet de suivre les règles et de tout faire pour que ça tienne. Voilà. Donc d'abord, il faut... Ça relève quand même du surnaturel. Quand on vous écoute, c'est un esprit, en fait, à la limite. Je crois que c'est une recherche scientifique. Traduisons ça comme ça. C'est-à-dire, il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Voilà. Et quand il vous a dit ça, il vous a orienté un peu dans la construction il nous aidait. Quand on a fini de construire, qu'il disait ça. Parce qu'on a construit et tout le monde aimait. Et il a dit, nous t'avons conseillé. Est-ce qu'au début, les gens ont compris ça? Non, pas du tout. Très souvent, ce n'est pas Ne évident. croyez pas qu'on a applaudi quand je suis venu et j'ai dit que je vais construire l'école. On a applaudi, oui. Il apporte une infrastructure dont on a besoin. Mais ils s'attendaient à des écoles classiques, 3 classes, comme ce qu'on a l'habitude de voir au Burkina. Voilà. Et on me l'a dit clairement. Hein, un bâtiment en terre ne résiste pas à une saison pluvieuse. Voilà. Et je sais, on est parti loin, on a cru, hein, ce sont mes frères qui m'ont raconté ça plus tard. Hein. Si vous réussissez ici, vous allez apprendre beaucoup d'histoires. Ils m'ont dit clairement que les gens, quand tu as dit que tu vas utiliser de la terre, hein, on ne t'a pas cru. Et on a cru que les Allemands t'ont fait un lavage de cerveau parce que ce sont ces Occidentaux qui créent les meilleurs trucs, les meilleures bâtisses, mais ils sabotent l'Afrique. Ils ne veulent pas que nous nous développons. Et ils veulent qu'on reste dans la terre. Hein. La terre, c'est la misère. Et puis on s'est dit, c'est un banco, ça ne tient pas, les intempéries et autres. Ouais. Et vous avez mobilisé du monde pour faire cette école. Mais oui, il fallait convaincre le village. Oui. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de participation, participatif en allemand, participation en allemand. Mais moi, je me suis basé sur des faits réels au Burkina, c'est-à-dire le soutien social, le tissu social. Effectivement, vous ne bâtissez pas tout seul dans un village burkinabé. Les gens vont venir vous aider. Voilà. Mais comme il s'agissait de l'école, tout le monde est venu nous aider. Hein. Au fait, ce que je faisais, c'était un repas à midi. On faisait pour tout le monde, hein. Oui. Ceux qui amenaient la terre, l'eau, ainsi de suite. Et c'est vous qui avez supporté les frais? Oui, mais j'ai amené, mais les gens ont fait leur travail. Ce que j'ai donné aux villageois, c'était essayer de contribuer avec une compensation de leur effort. Alors, c'est un travail dur. Et si vous faites des briques de PTC, bientôt vous allez avoir des muscles, hein, mais vous dépensez de l'énergie. Et c'est ça qu'il a fallu. Il y avait une cohésion sociale très forte. Voilà. Et autour du projet. Et ce n'était pas évident jusqu'à la fin. Ça a pris combien d'années, en fait, pour sortir ce projet-là? Non, mais 6 mois. On a travaillé pendant 6 mois. Voilà. Et hors saison pluvieuse, hein, ou bien oui, on a commencé en décembre, et puis avant mois de juillet, là, on avait fini. Est-ce que vous avez eu peur? Parce qu'avec les premières pluies et le vent. Ah oui, si j'avais peur. Ce n'était pas la peur d'échouer. C'est cette peur-là qui existe au Burkina. Si vous échouez, on ne va pas vous pardonner. Voilà. J'aime ma culture, hein, burkinabé. Mais c'est ça, c'est la mémoire. Hein. On va dire, c'est l'enfant d'un tel qui était venu, voilà, et il disait qu'il savait mieux faire. Et voilà, c'est la ruine qui est comme ça. Et c'est ça, je ne voulais pas traîner ma famille dans une, comment on appelle ça, voilà, et qui va leur faire honte parce que je pouvais partir. Et c'était ça la peur. Mais il y en a qui ont cru même que les premières pluies allaient emporter ce bâtiment-là. Oui, c'était ça. Et on avait les murs, hein, je me rappelle d'une histoire, je ne sais pas combien de temps on a, je ne veux pas vous embêter. Allez-y, racontez-nous. Mais on avait, je sais qu'un matin, voilà, je me suis couché, il a plu, j'ai senti qu'il pleuvait, il y avait du vent, il y avait tout. Et en ce moment, on avait construit, on avait à peine 1 mètre de hauteur de mur. Et j'ai compris que les femmes, j'entendais du bruit. Voilà, un murmure. Je dis, mais qu'est-ce que les femmes viennent faire encore ici? Voilà, vous comprenez? Et après, j'ai entendu des cris de joie et les gens s'éloignaient. Et mon frère, Moussa, qui est venu me voir, il a dit, non, tu n'as pas su. Tu sais, il y a les femmes qui sont venues parce que tout le monde était convaincu que la pluie a rasé les bâtiments. Elles sont venues pour te consoler, pour que tu ne pleures pas. Et quelqu'un est venu dire que l'école était debout. Pour eux, c'était du miracle, mais c'est de la technologie. C'est ce qu'il faut qu'on apporte à nos populations. Le savoir, la technologie. Vous comprenez? Et pour cette terre-là, c'est la terre naturelle où il a fallu ajouter d'autres matériaux pour renforcer la terre? Parce qu'on voit les bâtisses qui sont réalisées avec la terre, ça ne tient pas avec les intempéries et puis la saison pluvieuse. Effectivement, vous avez raison. Il faut améliorer la condition de la terre. Et ça, cette technique s'appelle le BTC, le bloc de terre comprimé. On y ajoute un pourcentage de ciment, hein, de 8, ça dépend de la teneur en argile de la terre. Et ça peut aller jusqu'à 12%.
Voilà, et on fait une compression, un compactage avec l'aide de machines. C'est plusieurs tonnes. Si bien qu'elle résiste aux intempéries, mais pas éternellement. C'est pourquoi j'ai toujours un concept, j'ai toujours un grand toit qui protège les murs contre la pluie. Intempéries. Et ce prix-là, cela vous a permis d'avoir le prix Aga Khan. C'est ça. Et ça a été l'élément, le rouleau compresseur de votre renommée internationale. Oui. C'est à partir de là qu'on a commencé à vous appeler un peu partout. Voilà, pour faire des conférences, pour parler du projet. J'avoue que j'en ai profité parce que ça permettait de couvrir des frais. Et j'ai commencé à parler pour mon association. Et croyez-moi, j'ai couru. Ma famille peut vous conter des histoires. Voilà. Pendant que je vous parle, voilà, il y a des membres de la famille que je n'ai pas encore vus. Voilà. Mais c'est comme ça, j'ai couru. Bon, ceux qui vivaient à Ouaga ont cru qu'ils n'aiment pas les grandes villes. Non, il fallait aller au village, travailler, encourager les gens. Voilà, et j'ai passé le temps à courir. Et pour vous, c'était un défi de repartir au village important. C'était très, très important pour vous. Écoutez, si j'avais construit mes 1000 écoles en Allemagne, personne n'allait savoir qui je suis. Voilà, il faut bâtir sur l'Afrique. C'est l'avenir. Le prix Aga Khan. Et ce prix-là, cette école-là vous a permis d'avoir d'autres prix importants dans le monde. Mais oui, on a continué. D'abord, ça m'a encouragé. Ça m'a fait savoir que l'impossible était possible. Ça m'a fait savoir qu'on peut creuser dans un village caché au Burkina et trouver de la lumière. Vous comprenez? C'est ce qui m'est arrivé. Et donc, petit à petit, on a commencé à m'appeler. Et dès que les invitations sont parties jusqu'aux États-Unis, voilà, pouf, c'est parti. C'est parti, quoi. Voilà. Et on se rappelle encore une fois de plus, c'est le déclic aussi en 2005. Vous avez créé votre cabinet à Ouagadougou et en Allemagne. Oui. Les premiers moments n'ont pas été certainement faciles pour vous. Bon, pour avoir des marchés, est-ce que vous avez eu des marchés importants? Non, c'était pas. D'abord, au Burkina, c'était toujours comme une forme d'association. Voilà, c'est maintenant qu'on essaie de tout formaliser. Avec notamment des jeunes que vous voulez accompagner, former dans l'architecture et tout ça. Voilà. Nous, on les a formés. Et dans tout projet que j'avais au Burkina, on travaillait, j'ai un jeune technicien, très bien, Nathaniel Savadego, qui me couvre, qui fait tout. Il était même, vous imaginez, il était même au Bénin. Alors, il est descendu pour me soutenir à cause des activités actuelles. Mais lui et d'autres, beaucoup d'autres, la tâche, c'est de recruter les plus talentueux et de les aider à comprendre notre vision, notre façon de faire. C'est de la formation qu'il faut aussi à la jeunesse. Et c'est ça. Mais voilà, revenons au cabinet. Le cabinet était d'abord dans la cuisine, chez moi, à Berlin, pendant toutes les années. Donc je dessinais. Voilà, je dessinais, donc, je faisais. Dans le sac à la limite. oui, aujourd'hui c'est possible. Oui. Voilà. Donc en 2005, j'ai dû quitter et j'ai été enregistré à l'Ordre des architectes en Allemagne. Et parce qu'il me fallait, pour une commission, pour un projet, c'était une biennale d'ailleurs en Espagne, il fallait être enregistré en architecte. Et c'était le premier honoraire que je recevais en Europe. Et j'ai ouvert mon cabinet. Et ça vous avait apporté combien? C'est rigolo, vous allez rire. C'était 3 000 euros. 3 000 euros. Oui, vous allez rire. Mais c'est quand même beaucoup d'argent en Afrique. Mais en ce moment, c'était beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, bien sûr. C'était beaucoup d'argent. Voilà. Ben oui, c'était ça. Et ça vous a permis de vous construire, davantage développer votre cabinet. Pas l'argent. L'argent, c'est si vous avez 2 personnes qui vous sont en Allemagne, c'est vite parti. C'était juste une compensation pour le travail que vous allez faire. Et du coup, cette structure a grandi. Actuellement, je suis toujours dans les mêmes locaux, mais voilà, on a... Avec d'autres personnes? Oui, avec beaucoup. Vous employez environ combien de personnes? Nous sommes environ 25. En Allemagne? Voilà, il y a peut-être 3 stagiaires, le reste sont des architectes, et il y a une administration. Mais en Allemagne, c'est tel que vous n'avez pas besoin de voir tout le monde chez vous. Les ingénieurs et dont vous avez besoin sont dehors, vous faites un partenariat. C'est de la prestation en fait, il vient faire des prestations, vous les payez et puis après chacun fait ses activités. Alors nous sommes le 15 mars 2022. Oui. 15 mars 2022, vous êtes lauréat d'un prix international, prix Nobel, on le dirait ainsi donc en architecture. Comment vous avez été informé? Alors vous parlez du prix Pritzker. Yes. Voilà. Écoutez, ce prix est venu au moment de grandes émotions. Pendant toutes les années, vous avez eu des pertes. Voilà, vous savez, j'ai même fait un projet ici au Burkina. En 2011, j'ai perdu un ami avec lequel j'ai fait le village opéra qui a permis à beaucoup de Burkinabés de me connaître et malheureusement qui était décédé. Mais il était affecté d'un cancer. Et quand on a commencé les travaux, il est venu me voir, il a dit, tu sais,
les médecins ont dit que j'ai 2 mois à vivre. Ouais. Et en tant que Burkinabé, oh, vous avalez, hein. J'ai dit, waouh. Et il dit, voilà, et je veux travailler avec toi. 2 mois à vivre. Oui, et je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, oui, j'ai ma dernière vision. Je vais faire une opéra en Afrique. Voilà. Ok, j'ai dit, waouh. Bon, comme il est, vous comprenez? Et je viens de la clinique, voilà, et la thérapie, chimiothérapie et tout, pour vous avaler. Voilà. Et ce monsieur, vous commencez ensemble à travailler. Et du coup, un an plus tard, vous êtes toujours en train de traverser l'Afrique, la chaleur et tous les Allemands vous voient dans leur écran. Parce que les Allemands ont cette culture-là, s'ils ont un très grand artiste, si on voit la fin de ses jours arriver, on fait une documentation de sa dernière vie. Wow, et il était avec moi. Ça veut dire qu'on rend hommage à la personne. Oui, oui, mais fou, les émotions. Et après, ce monsieur, il est parti. Ça vous a beaucoup marqué. Oui, Jusqu'à oui, présent, quand vous parlez de lui, oui. Mais maintenant, ça va mieux. On parle. Sinon, c'était... Alors donc, mon père, qui est en ce moment aussi, qui m'avait aidé, hein, qui était accompagné et qui a aimé ce monsieur, et ce monsieur adorait mon père, et qui a dit à la télévision allemande un jour, hein, Francis et son père sont la garantie de ma vie. Ouh. Et après, il est parti. Donc, vous êtes bouleversé. Et ce père aussi qui me protégeait, hein, et qui me faisait travailler, lui aussi, il est parti. Et j'ai eu un jeune frère, hein, voilà, 2015, qui est malheureusement parti, qui me couvrait derrière. Voilà. Et du coup, tous ces moments-là vous ont... Ouais. Mais alors, ce sont des expériences c'est l'expérience humaine. Vous traversez tout ça, il y a le bon truc. Mais on se demande ce qu'on fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Pourquoi continuer à courir? Voilà. Et du coup, l'année dernière, hein, je suis au Burkina, je ne veux flatter personne. À l'extérieur, je parle, on m'invite, hein, je critique et je suis bien récompensé. Mais ici, je suis à la maison, il faut que les gens le chassent, hein, que ce n'était pas donné, que c'est une course, on n'est pas assis et c'est venu. Et que je traverse la même chose que tout Burkinabé. Tout Burkinabé, hein, des moments d'incertitude, de tristesse, et puis voilà. Et du coup, ici, je suis venu, j'étais parti sur un chantier, et le 24, à Noël, le 24 décembre, je me lève, j'étais en chantier au Bénin, et j'arrive, je vois beaucoup de messages, je vois mon jeune frère, hein, qui est chef du village, m'appeler de Gando et qui écrit et il dit, j'ai voulu le dire en allemand, voilà, on est frappé, la tristesse traverse la famille. Je ne pouvais pas lire. 24 décembre, voilà. Et après... 24 décembre 2021. 2021, voilà. C'est ça. Et je prends... Il m'annonçait le décès de mon neveu Yacouba, Kéré, qui a été abattu devant ma porte, à Ouaga, ici. Wow. Un autre coup dur par rapport à tout ce que vous avez cité. Coup dur, et ça vient. Et je veux venir et je fais un test Covid positif. Donc je suis bloqué à l'étranger, je ne peux pas venir. Pendant que la famille souffrait, voilà. Tous étaient là pour soutenir et je n'étais pas là. Alors que ce monsieur était sur un chantier de moi au Bénin, on l'avait amené là-bas. Il est venu pour chercher son permis et repartir. Voilà. Un coup dur pour votre entreprise. Et aussi, tout le Burkina, moi je veux que les gens sachent qu'il faut rester debout, il faut continuer. Donc j'étais bloqué et les gens du Prisker qui me cherchaient, qui n'arrivaient pas à me trouver. Et le 22, c'est le jour qu'il y a eu changement, il y a eu le coup de force. Au Burkina Faso. Voilà, j'étais là et c'est le jour que, sans le savoir, le jury m'a choisi et on ne me trouvait pas. Et donc, du coup, ils sont passés par tous les canaux. Comme c'était secret, on ne pouvait dire à personne. Et du coup, je suis dans un hôtel, après avoir réussi à venir ici, hein, pour voir la famille, pour soutenir la famille, et je pars, et vous imaginez, quelqu'un vous écrit, et on vous appelle, on dit qu'on veut vous parler, et vous êtes assis, et on vous demande où vous êtes. Je dis, oui, je suis en un hôtel, et vous vous excusez, vous parlez de votre neveu, voilà, et voilà. Le coup du destin qui vous a frappé et le coup du destin qui frappe encore la nation, hein, parce que, ben oui, on ne savait pas comment c'était et on vous annonce cette nouvelle. Vous pouvez vous imaginer. Et ça vous a créé quoi? Un ouf de soulagement. Vous vous êtes dit, dans la vie, tout est possible. D'abord, j'ai pensé à tous ces gens au Burkina, hein, qui ont perdu leurs proches, hein, pendant tout ce temps, le changement, le terrorisme, tout cela. Vous comprenez?
tout ce coup qui fait qu'on ne peut plus amener des amis, des étudiants ici et que personne ne peut venir. Hein, voilà. Et vous pensez en ce moment et vous dites, mais pourquoi moi? Cette récompense, pourquoi moi? Vous voyez? Et là, voilà, c'est normal, c'est humain. 1 heure, je ne pouvais pas parler. Voilà, donc, oui, mais plus, mais vous voyez ma trajectoire. Ce n'était pas seulement un fleuve tranquille et tout. La famille qui n'a pas compris pourquoi vous faites ça, mais plus tard qui a compris, vos amis qui ne comprennent pas, mais plus tard qui comprennent, et vous venez d'un pauvre pays comme le Burkina qui traverse un moment le plus difficile de son histoire, et du coup on vient vous appeler pour vous annoncer que vous avez gagné ça. En tant que première de votre groupe, hein, en tant que premier et là, vous vous êtes dit, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit pour vous. On vous a dit de ne pas annoncer ça publiquement jusqu'à la réception du prix. Oui, comment ça s'est passé? Il fallait attendre qu'ils fassent le communiqué. Oui, c'était interdit. Il fallait qu'eux, ils fassent le... Oui, il fallait attendre 6 semaines. À 6 semaines, n'en parler à personne. OK. Ouais. C'est le principe, hein? Oui, c'est le principe, Okay. pour que ça ne sorte pas. Leaking, you know. Vous ne voulez pas que, voilà. Ouais. Et après, maintenant, on vous a donné les conditions, la date de remise du prix à Londres. Oui, voilà. Et voilà. Et ouais, tout s'est bien passé parce que même le gouvernement a envoyé 3 ministres d'État qui sont venus nous accompagner et à Londres. Voilà, j'aurais aimé avoir même plus grand nombre de ma famille, tout le Burkina. J'aurais aimé avoir le Burkina et dire que c'est pour vous. C'est pas pour Francis Kéré. Et le prix que vous avez obtenu finalement, quelle est la valeur de ce prix pour vous? Est-ce qu'il y a de l'argent dedans ou bien c'est juste la médaille qu'on vous donne ou bien la renommée internationale qui s'accrée pour vous? Oui. Pour moi, personnellement, c'est un grand encouragement. C'est la reconnaissance de tout ce qu'on a fait, les sacrifices, et ça, une réconciliation avec ma famille, hein, qui croit que j'étais en train de me sacrifier pour rien. Alors, une grande partie, bien sûr qu'elle a compris, le village de Gando est une école. Le village est connu, hein, si vous mettez Google... Oui, mais il faut dire que c'est encore ça qui a été récompensé. Hein? Mais oui, bien sûr. C'est ça et tout. Et c'est cet effort-là qui a été récompensé. Au fait, j'ai quelqu'un... Lui, il est très riche, c'est un ami. Il est très, très riche. Il me dit, il ne faut pas parler d'argent. Si tu ne parles pas d'argent, l'argent te viendra. Voilà, il faut savoir que ça, déjà, c'est une richesse d'être reconnu comme ça. Voilà, mais il n'y a pas de numéraire derrière ce prix? Ben oui. C'est combien vous gagnez avec ce prix? Il y a une bonne somme derrière. C'est combien? Une très, très bonne somme. C'est combien? Non, mais c'est important, puisque les Burkinabés veulent le savoir, puisqu'on sait que le prix Nobel de paix, de chimie et autres, il y a des prix qui sont donnés. Et pour, par exemple, l'architecture... Comparé aux autres, ce n'est pas beaucoup. Voilà, c'est symbolique, mais c'est 100 000 dollars. 100 000 $. Oui, c'est quand même bien. Oui. Quand même mais n'oubliez pas que je suis dans un domaine, voilà, et il y a des projets. Ça veut dire, vous avez un prix. Mais vous savez, moi, j'ai 57 ans. Voilà, 57 ans maintenant. Voilà, je viens d'avoir 57 ans. J'ai eu le prix dans un domaine où ceux qui ont le prix, la moyenne d'âge, c'est 78 ans. 78, j'en ai 67. Vous êtes le premier, il faut le signaler, c'est très très important, le premier Africain à avoir ce prix Nobel de l'architecture, 100 000 $, une médaille. Dites le prix Pritzker. Voilà, c'est important, le prix Pritzker. Donc, enfin, on arrive ça quand même au Nobel de l'architecture. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont vous accompagner après pour d'autres projets ou bien au-delà, c'est la récompense et ça vous fait des ouvertures un peu partout dans le monde? Oui, non. On est fiers quand on tombe dans cette famille. On se voit avec des architectes qui construisent les plus grandes œuvres du monde. Et n'oubliez pas que c'est international. Si vous faites un projet un jour en Occident et qui coûte peut-être 100 millions d'euros, et vous avez un honoraire de 10%, alors donc on ne parle plus d'argent, vous comprenez ce que je vais dire. Alors donc c'est plus que tout, quoi. C'est un très grand honneur et ça permet de dire à la jeunesse africaine qu'il y a un monde qui nous reste, qui nous est ouvert et que rien n'est impossible. Il faut croire en soi-même et travailler. Moi, c'est mon credo. Moi, dans mon cabinet, les jeunes qui travaillent avec moi, quand j'ai un ouvrage à faire, quand il y a une commission, je dis à celui qui va faire les dessins de synthèse, par exemple, je dis, écoute, Andrea, par exemple, je dis, oh non, tu sais, imagine-toi ce projet a un grand succès et tu vois les images que tu as produites et que tu n'as pas mis ton fond. Seras-tu content? Voilà. Moi, je dis qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous donner. Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut se battre. Il faut se battre. Oui.
Il faut se battre. Parce que vous-même, vous avez été surpris. Ça veut dire que c'est un message à la jeunesse africaine. Il faut se battre dans tous les domaines dans lesquels on évolue. Il faut se battre. Oui. Il faut se battre. Non, je comprends bien qu'on attende que le grand frère est un tel, un oncle vous donne. Mais écoutez, si vous allez attendre qu'on vous donne, non, soyons logiques. Combien cette personne va cumuler pour vous donner, pour que vous soyez satisfait? Voilà. Je sais que dans beaucoup de pays, on attend que le pouvoir, que l'État fasse tout. Vous comprenez? Alors que l'école de Gando, vous n'avez pas compté sur l'État pour le faire, c'est ça. C'est ça. Et les récompenses que j'ai, c'était un travail dur. Voilà. D'aucuns vont croire que c'est un sacrifice de la vie. Mais vous ne savez pas ce que je gagne. Voilà. Quelle porte voilà. Vous comprenez? Le prix m'a appelé pour dire, fais attention dans le monde. Your voice has a weight. Votre voix a un grand poids. Sachez bien la gérer. Et je sens déjà ça. Et cette fierté aussi, c'est de représenter un pays qu'on appelle le Burkina Faso. Mais et oui. partout, quand vous êtes arrivé pour recevoir le prix, c'est votre pays qui était honoré. Ah ben oui. Et ça vous a fait quand même un sentiment de satisfaction Ah particulièrement. mais oui. Et c'est un grand honneur. Oui. Vous comprenez, l'honneur est toujours là. Et vous voyez, même moi, avec m'asseoir en face de vous et penser à tout ce qui s'est passé et qui continue de se passer, ce que le pays traverse. Et moi, mon enfance, qui n'a pas été donnée comme l'enfance de tout Burkinabé. Et du coup, on fait ce travail-là, on y a cru, on a fait. On a fait. Et l'État burkinabé, et vous aussi, vous êtes prêts à m'accueillir pour parler. Si je m'étais tourné et parlé et critiqué les gens, et on a toujours quoi critiquer sur les gens. Moi, je préférerais qu'on se mette tous au travail. C'est ça qui compte. Se battre et se battre. C'est ça qui compte. Mais j'aimerais bien, parce que c'est bien cette émission-là, elle se veut pédagogique aussi, qu'on regarde un peu quelques œuvres que vous avez réalisées. Parce qu'il y a l'école de Gando, mais à Léo aussi, vous avez fait un travail formidable. Oui. Et là, comment vous avez conçu ce projet pour ben oui. Maintenant, vous le devrez... centre de Léo? Voilà. Il faut savoir que maintenant, je ne produis plus le BTC. Il y a des talents, il y a des entreprises qui sont là et qui font. Et nous, on a des partenaires qui nous livrent avec ce que nous avons. Ce que nous voulons avoir, c'est-à-dire le BTC, c'est devenu, il y a des industries de production qui ont la capacité, la compétence au Burkina. Ils nous livrent et nous avons d'abord construit cette clinique carrément en terre, voilà, et c'est une structure, voilà, ça c'est connu dans le monde entier, peut-être moins au Burkina, mais bientôt non, à travers vous ça sera connu. Et il y a une équipe incroyable, impeccable, qui dispense des interventions. Et cette clinique est en permanente extension. Parce qu'il y a toujours un besoin. Il y a toujours un projet. Il y a toujours. Ça les partenaires viennent. Ils veulent mesure. un second bloc opératoire. Et M. Ouedraogo, le directeur actuel, il ne cesse de dire, M. Kéré, si vous pouvez faire ça, on transforme les bureaux en salle de consultation parce qu'il y a un besoin croissant. On a fait. Et si bien qu'actuellement, on a ajouté des logements pour les partenaires occidentaux qui viennent aider l'équipe sur place pour des campagnes d'opération. Et ça, c'est une satisfaction pour vous parce que vous aidez les populations avec une œuvre assez originale. Je crois. Alors, il y a Léo, il y a aussi le Mali. Il faut le signaler au passage. Vous avez eu quand même à réaliser une œuvre assez importante. J'ai fait le parc national du Mali. D'été à Bamako, au Mali. C'est bien cela. Voilà. Donc, c'est la Fondation Aga Khan qui m'avait donné le prix, ce sont les équipes de son Altesse. C'est eux qui ont signé le contrat avec vous pour ce projet-là. Oui. Et ça vous a rapporté beaucoup certainement. Oui, mais moi je ne parle pas de valeur financière. Mais c'est important parce que les jeunes qui vous regardent là, quand vous leur parlez d'engagement, de sacrifice, il faut qu'ils sachent qu'au-delà de l'engagement et du sacrifice, vous gagnez beaucoup aussi avec tout ce que vous faites comme travail. Oui. Quand on parle de valeur matérielle, par exemple, quand on regarde ce qui a été fait au Mali, c'est comme si c'était sur une colline. Oui, voilà. C'est une colline, c'est un parc. C'est l'endroit le plus disputé au Mali. On rencontre les pourparlers au Mali. C'est dans mon parc que j'ai construit. Ce qu'on voit dans l'image, c'est un restaurant. Mais à l'intérieur, vous pouvez même acheter un thé à 200. Mais vous pouvez boire une bouteille de champagne à 500 000 si vous voulez dans ce parc. Donc, c'est tout y est pratiquement. Oui, tout y est. Tout y est. Et ce qu'il faut savoir, c'est veut dire on utilisait une pierre locale comme de la décoration. Et je suis arrivé et j'ai décidé qu'on fasse toute la bâtisse comme ça. Quand j'arrive au Mali et je vais au parc, les gens découvrent que l'architecte est là, mais c'est la folie. Mais au début, est-ce qu'on croyait en vous?
Oui, mais c'est Mali, ça. quand vous êtes Mais d'abord, il ne faut pas Oui. attendre qu'on vous reconnaisse. Il faut travailler. Pour montrer que vous Non, êtes non, capable. il faut travailler. Alors, il y a le Mali, il y a aussi Londres en Angleterre. Oui, parce que là oui. aussi, vous avez réalisé une autre œuvre architecturale. On la regarde, cette œuvre-là. Le Voilà. pavillon. Serpentine, Yes, ouais, à Londres. 2017. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Il y a une telle joie que comme on me dit qu'en cachette, la reine serait partie se promener. Et quand vous me dites ça, je suis fier. Mais je me dis, j'ai eu la chance. On m'a donné une opportunité. J'ai été à l'école, on s'est occupé de moi et j'ai continué. Et ce que je fais, croyant que je donnais à d'autres, c'est à moi-même que je donnais. Et c'est bien, c'est une fierté parce que quand Voilà. on regarde, elle est une belle œuvre. Il y a le Bénin aussi, on en Oui, parle. je suis en train de faire l'Assemblée nationale du Bénin. Voilà, c'est la plus grosse œuvre de ma carrière. La plus grosse, à cette date, j'ai eu une tour à Munich, mais on n'a pas commencé. Voilà, donc voilà, je suis heureux. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont fait, mais le travail paie. Si vous attendez, que vous attendez l'autorité. L'autorité, tout le monde attend tout de l'autorité. Voilà. Souvent, on porte de l'injustice envers ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ne pourront pas tout faire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est donner le cadre. C'est ça qu'on peut réclamer d'eux, pour que les talents soient découverts et connus, parce que notre pays regorge de talents. Le Bénin, il y a aussi l'Assemblée nationale du Burkina, on en parlait aussi. Oui, l'Assemblée nationale du Burkina est une grande vision, un grand rêve. Monsieur Salif Diallo, paix à son âme, est même venu en Allemagne pour en débattre avec moi. Derrière ça, il y a toute une idée, toute une histoire. Il est venu vous dire quoi? Voilà, et il aimait le projet. Oui. Et apparemment, il y avait beaucoup de discussions autour. Je crois que un jour, une force viendra et comprendra la nécessité de créer à ce site-là quelque chose de très fort et symbolique. Vous tenez à ça, vous tenez à créer cette assemblée au Burkina Faso? Il y a une priorité, une priorité en ce moment contre l'insécurité. Donc moi-même, je n'aime pas en parler, je l'ai dit à l'international. Mais un jour, quand tout sera apaisé, ce serait bien que sur ce site où la démocratie du Burkina a vu le jour, s'est débattue, des personnalités ont traversé ce bâtiment et des gens dans le combat de la démocratie ont perdu leur vie là-bas, vraiment, qu'on dresse un bâtiment. Et vous avez tenu compte de tous ces paramètres-là. Ça veut dire que l'Assemblée que vous comptez sortir, ce sera original en fait pour le Burkina Faso. Mais oui, c'est un rêve. Sans le savoir, il y a des gens, des acteurs comme New York Times, même le Washington Post, tous ces gens veulent envoyer leur télé, me suivre. Et je dis, we didn't start to build. We have another priority. On n'a pas commencé, on a d'autres priorités et qui nous préoccupent. Et moi, en tant qu'individu, ce n'est pas mon égoïsme qui va pousser à faire le projet, mais on a fait, et déjà, on a parlé du Burkina Faso. Il y a des papiers qui ont commencé à s'écrire et ils ont parlé de notre parcours jusqu'à la démocratie. C'est déjà un ajout, vous comprenez? Mais quand cette assemblée va sortir, le Burkina sera une destination à ne pas manquer. Parce que vous voulez qu'on fasse une œuvre qui va servir aussi pour le tourisme mondial, n'est-ce pas? Mais oui, mais oui. Non, mais c'est sans le savoir. Vous savez, mes projets déjà, mais il y a un rêve, une galvanisation. Le Brésil, le Mexique, la Chili, le Mexique, il y a des jeunes qui se lèvent, qui créent des associations pour vendre des projets d'art et financer un séjour au Burkina. Quand ces gens vont descendre ici, ils vont habiter, ils vont manger. C'est le tourisme, c'est le Burkina qui gagne. Ouais. Alors, il nous est revenu que vous devez aussi voir le pape François, c'est vrai? Bon, mettons ça à côté. Mais ça fait partie quand même, normalement, de rendez-vous. Non. Bon, c'est-à-dire, nous, on a une conférence, mais voilà. Alors, à ces milliers de jeunes qui nous regardent, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, qui pensent que l'architecture, c'est de se lever, dessiner des choses et puis pouvoir dupliquer sur le terrain. Quels sont les conseils, quels sont les messages que vous avez pour la jeunesse burkinabé? Bon, l'architecture, d'abord, il faut s'inspirer. Voilà. L'inspiration, c'est différent de calquer. On s'inspire, on ne copie pas, on ne reproduit pas. Et c'est le design, c'est inventer. C'est d'utiliser ce qui est connu et faire un cocktail qui a un goût merveilleux. S'il n'est pas merveilleux, c'est déjà vu. C'est du vieux café d'hier. Un café vieux, là, posé, et puis voilà. Et donc, et tout est possible.
Il ne faut pas croire que c'est fini. Il y a beaucoup à faire pour nous, surtout notre continent. Il y a beaucoup à bâtir, notre pays. Il y a beaucoup à faire. Donc, il y a toujours de l'espace pour nous tous. Il faut savoir être originel. C'est ça l'essentiel. Si vous vous mettez à calquer, à reproduire ce qu'on connaît déjà, mais vous allez rester dans la masse de ceux qui ne font que reproduire ce qui est connu. Voilà. Et c'est le conseil que vous avez pour les jeunes burkinabés. Voilà, hein. voilà. Ne jamais perdre espoir non plus, parce Jamais. que tout est possible. Tout est possible. Est-ce que dans vos projets, vous avez l'intention de venir vous installer définitivement au Burkina? Je suis, sans être ici, je suis ici. Vous comprenez? Oui. J'ai une grande équipe et qui travaille avec des coopératives. Nous n'avons pas créé une entreprise comme on le dit, mais c'est une association. Et nous avons un collectif d'ouvriers, d'artisans que nous recrutons au fur et à mesure. Et ces gens, hein, c'est un bon nombre qui nourrit, qui sait nourrir leur famille. Et avec d'aucuns, je travaille depuis 2000. Depuis là, les premiers pas pour l'école de Gando. Alors, une dernière question, vraiment la dernière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait opportun de créer une école d'architecture au Burkina Faso que vous allez chapeauter? Ouais. Alors, il faut... je crois que l'aboutissement de ma carrière, c'est vers quelque chose de ce genre. Mais sans le savoir, je le fais déjà. J'aurais aimé que l'enseignement que je fais, que ce soit au Burkina, j'ai une chaire, si on le dit, je ne sais pas décrire autant que voilà, à Munich. Voilà, j'ai des enseignants, je crois que j'ai 12 professeurs qui enseignent pour moi. À Yale, j'ai un professorat. Et d'ailleurs, ils organisent une grande fête pour me recevoir. Donc, je vais là. La date est calée. Je crois que pour avoir l'accès pour la jeunesse burkinabé et africaine, c'est une idée. Mais je pense déjà que le MOA qui est là, que c'est une bonne adresse. Peut-être que, voilà, je crois que les professeurs vont s'inspirer de ce que nous faisons et donner un peu plus de priorité au thème de notre continent et des voies pour que cette jeunesse-là puisse s'investir mieux pour le continent. Et pour ce qui me concerne, je sais qu'un jour, c'est comment on a dit, c'est une suite logique que d'avoir une structure pour enseigner ici. Bah oui, enseigner, et puis voilà. Tous les Africains vont venir apprendre à Ouagadougou. C'est possible. Ouais. Bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci. Merci à vous parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Burkina Info. On vous souhaite bonne chance, bonne continuation et continuez surtout à porter haut le flambeau du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Est-ce que vous avez un message pour ceux-là qui sont victimes du terrorisme et de l'insécurité? Oui. D'abord, à vous, je tiens à vous dire merci et continuez. J'admire les professionnels et qui travaillent sous des conditions très difficiles. Donc, ça veut dire que j'admire tout le Burkina Faso. Je n'ai pas compté pour rien l'histoire de Yacouba qui a été barbarément assassiné. Voilà, l'insécurité. En fait, comment ne pas avoir mal? C'est vrai. Voilà. Et voilà. Mais je vais dire, il ne faut pas sombrer tout le Burkina. Il faut rester debout. C'est ça qui compte. Voilà, c'est ça qui compte. Rester debout et c'est ça qui compte. Merci beaucoup, Francis Diébedo Kéré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ainsi prend fin donc le rendez-vous de ce jour. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, on aurait souhaité naturellement que vous ayez un aperçu de son parcours et on espère que l'émission vous a satisfait. Très bonne suite de programme à tous et à tout. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.